J-1 avant la Coupe d'Afrique des Nations, rendez-vous incontournable du football africain. L'événement s'ouvre demain en Côte d'Ivoire, pays hôte pour la deuxième fois de son histoire. La première fois, c'était en 1984. Et cette année, le pays est bien déterminé à faire de cette CAN la plus grande de l'histoire. Une CAN aussi de l'hospitalité. Alors on va revenir sur les enjeux sportifs, évidemment, mais également économiques et politiques avec nos invités. Will Biakop, économiste du sport, président exécutif de l'African Sports and Creative Institute. Également en ligne, Mehdi Daak, fondateur de DZ Foot, portail de référence sur le football algérien. Et Lise-Laure Etia, journaliste spécialiste du sport à TV5 Monde. Bienvenue à tous les trois. Alors, plus d'1,5 million de touristes attendus, 20 000 bénévoles environ mobilisés, près d'1,5 milliard de dollars d'investissement. On peut dire que la Côte d'Ivoire a mis le paquet pour se montrer à la hauteur de l'événement. Will Biakop, la Côte d'Ivoire est-elle prête à J-1 ? Alors, vous savez, quand on écoute le président du COCAN, M. Amicha, la Côte d'Ivoire est prête. En tout cas, ils ont mis les moyens, une grosse intention de vouloir bien faire. Ils ont fait appel à des spécialistes internationaux, notamment Richard Atias, par exemple, pour la cérémonie d'ouverture. Et un énorme engouement qui touche l'ensemble du pays et j'ai envie de dire l'ensemble de la région. Maintenant, cet engouement doit être traduit par des bénéfices, j'espère, économiques, qui ne seront pas juste sur le mois de février, mais qui vont bien sûr être sur le moyen et le long terme. Oui, très concrètement, quand on sait que la Côte d'Ivoire a mobilisé près d'1,5 milliard de dollars d'investissement, cet argent, il est investi dans quoi? Alors, il y a bien sûr toutes les infrastructures sportives, mais j'imagine qu'il y a d'autres volets aussi quand on organise un événement aussi important. Absolument. Alors, peut-être pour répondre à votre question, quelques chiffres clés. La CAN aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, c'est 5 villes, 6 stades. Énormément d'investissements dans ces stades, puisqu'il y a des nouveaux stades, 2 et 4 en rénovation. Il y a également les routes, notamment la côtière qui lie Abidjan avec San Pedro, un magnifique chemin pour les touristes. Il y a également toutes les infrastructures autour de l'écosystème du sport qui vont faire en sorte d'élever tout ça. Je pense que l'important également pour la Côte d'Ivoire, c'est un enjeu touristique. Le tourisme aujourd'hui, c'est à peu près 7,3% du PIB ivoirien, donc c'est un élément majeur. Et à l'intérieur du tourisme, bien entendu, il y a le tourisme sportif. Je crois que vous l'avez mentionné tout à l'heure, 1,5 million de visiteurs, c'est ce qu'on attend. Tous ces visiteurs-là vont dépenser de l'argent, ils vont consommer. Ils vont consommer à travers les sorties, ils ont besoin d'hôtellerie, ils ont besoin de services de location de voitures. Donc tout ça, c'est un impact économique que la Côte d'Ivoire espère être important. Mais à nouveau, le plus important, c'est pas seulement ce qui se passe sur ces 4 semaines d'activité, c'est comment on va intégrer un élément aussi important que la CAN dans le développement global de l'économie. À long terme, mais ça, on va y revenir justement sur les attentes en termes de retombées économiques à long terme. Lise-Laure, il y a aussi des enjeux, on l'imagine, politiques pour le président, notamment Alassane Ouattara. Effectivement, il y a déjà la construction du stade, le stade des Pimbé, qui porte le nom du président Alassane Ouattara, dont la construction a commencé en 2016, c'était un don de la Chine. Et puis il faut savoir que la Côte d'Ivoire, en 2002, il y a eu la guerre. Et aujourd'hui, cette CAN, c'est un peu, je dirais, un élément fédérateur. Je prends par exemple l'exemple de Bouaké. Donc à Bouaké, il y a un stade qui s'appelle le stade de la paix. Et Bouaké, je rappelle, c'était le fief des rebelles lors de la guerre. Aujourd'hui, Bouaké est en train de renaître un peu de ses cendres avec un stade aux normes olympiques. Il y a un marché qui est en construction. Les commerçants voient dans la CAN une belle affaire. Donc grâce à cette CAN, on va peut-être essayer de renouer ce ciment qui était un peu, je dirais, cassé avec cette guerre en 2002. Et tout à l'heure, Will parlait de San Pedro également, cette ville côtière qui était un peu laissée à l'abandon. Il y a une ville, plus besoin de passer par Gagnoa. Il y a Korogo, le stade également Amadou Gon Coulibaly du nom de l'ancien Premier ministre. Donc je pense que la Côte d'Ivoire, pendant un mois, tout le monde derrière les éléphants, nord, sud ou est, ouest, ce sera un seul pays pendant ce moment-là, au moins. Vous dites, pendant un mois, tout le monde derrière les éléphants. On imagine, même si on ne sait pas, pour l'instant, on ne peut pas prédire qui soulèvera ce trophée le 11 février. On imagine qu'il y a une pression énorme pour l'équipe de football ivoirienne. Bien sûr, Clémentine, ça fait 40 ans que la Côte d'Ivoire attend l'organisation de cette CAN. Donc aujourd'hui, les éléphants, évidemment, vont connaître la pression avec un nouvel entraîneur. Tout a été mis en place depuis mai 2022
pour que la Côte d'Ivoire soit prête le jour J. Donc mai 2022, il y a eu un nouvel entraîneur qui s'appelle Jean-Louis Gasset. Un Français. Un Français, d'ailleurs pour lequel on a été très critique en disant il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, mais lui dit c'est l'occasion pour moi de renaître, j'en ai marre en France de venir au secours des équipes, donc c'est un vrai challenge et il a construit une équipe et d'ailleurs quand on regarde ces derniers mois les résultats de cette équipe, elle a quasiment pas perdu. Dernière défaite, c'était en juin 2023 face à la Zambie. Donc pour l'instant, au niveau des matchs amicaux, tout se passe bien. Maintenant, demain, on verra, comme on dit, qui est qui. Peut-être compléter sur ce que dit Lise Doretia, je la rejoins complètement sur l'ensemble de ce qu'elle a dit, mais le sport diplomatie, c'est quelque chose d'extrêmement important, la diplomatie sportive, et je crois que le président Ouattara, avec toute son équipe politique, le comprend. On voit ô combien l'influence et le soft power se fait aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, par exemple, avec les acquisitions qu'ils ont fait sur la thématique du sport. Mais là, c'est une occasion extraordinaire pour la Côte d'Ivoire de prendre le leadership sur l'ensemble du continent, non pas seulement Afrique de l'Ouest, mais sur la totalité du continent africain, à l'instar de ce que fait par exemple le Rwanda avec toutes ses activités ou encore le Maroc. Voilà. Mehdi Daak, je voudrais qu'on revienne avec vous. Alors, on va parler évidemment des favoris, des pays qui peuvent surprendre, ceux qui sont peut-être un petit peu plus en marge de la compétition. Mehdi Daak, vous suivez en particulier l'Algérie. On se souvient que les Fennecs avaient été vainqueurs en 2019, puis ils ont été éliminés dès le premier tour en 2022 au Cameroun. On imagine que l'Algérie va avoir une revanche à prendre dans cette compétition. Alors évidemment, c'est l'esprit de revanche que l'on entend dans les paroles de l'entraîneur, même des joueurs. Il y a une véritable idée de vouloir effacer cette année 2022 qui a été vraiment catastrophique parce que c'est vraiment une année un peu étrange par rapport à ce qui s'est passé depuis 2018, puis l'arrivée de Belmadi, où c'était vraiment une équipe sans défaite, et même 2023, ça a été sans défaite. Donc 2022, on éliminé dès le premier tour de la CAN en tant que tenant, et puis on n'arrive pas à aller en Coupe du Monde. Donc ce sont deux désillusions l'une après l'autre. Et bon, heureusement, quelque part, on a opté pour la stabilité au niveau de l'entraîneur. Donc on a gardé Belmadi malgré ces deux défaites. Et donc là, on espère évidemment rebondir. Mehdi Daak, vous êtes en direct de Bouaké. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire un petit peu l'atmosphère sur place à J-1 de cette compétition ? Oui, je suis là depuis 3 jours. J'ai passé 4 jours avant à Abidjan. Donc, notamment M. Amicha, le responsable, le directeur exécutif du COCAN. Et j'ai vu les efforts qui sont mis en place. C'est vrai qu'ils sont quasiment prêts. Ici, à Bouaké, le stade de la Paix, il y a juste quelques finitions. Mais on voit qu'il y a vraiment une volonté de montrer que cette ville qui a connu des heures difficiles veut renaître. C'est quand même la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Et on voit que vraiment ça... C'est en train de bouger. Les premiers jours étaient un peu, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais là on sent que ça monte de plus en plus. Et ça rejoint ce que nous disait Lise-Laure tout à l'heure. Lise-Laure, on le disait, vous l'expliquez aussi, beaucoup d'attentes évidemment de la part des supporters ivoiriens. Est-ce que la Côte d'Ivoire, pays hôte, peut remporter cette CAN ? Elle peut remporter cette CAN, mais c'est vrai que, bon, comme je disais tout à l'heure, les matchs amicaux, c'est pas la compétition, mais c'est surtout que la Côte d'Ivoire a passé un cycle. Il y a eu les années Drogba, le dernier sacre, c'était en 2015 avec Hervé Renard, le premier en 92 avec Yeo Martial. Donc, on voit qu'il y a des cycles. Maintenant, l'équipe s'est reconstituée. Beaucoup de joueurs jouent dans des championnats étrangers, européens, qui sont des championnats forts. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Et Dika qui a accepté, qui a une nationalité en même temps camerounaise et ivoirienne, qui a choisi la Côte d'Ivoire, qui joue en Italie, Jonathan Bamba qui est à la Liga, Serge Aurier que l'on connaît, qui est passé au Paris Saint-Germain. Donc c'est une équipe aujourd'hui, je veux dire, qui a des atouts. Maintenant, attention de ne pas se faire piéger, attention de ne pas céder à la pression. J'oublie également de noter Sébastien Haller, qui évolue en Allemagne, qui a eu une trajectoire qui a été malade et qui revient, il a été blessé, il est de nouveau de retour. Donc c'est une équipe qui a des arguments et qui, demain face à la Guinée-Bissau, devra s'imposer. Elle est largement favorite. Maintenant, attention à la deuxième journée. Ce sera face au Nigeria de Victor Osimhen. Et là,
ce sera peut-être une autre paire de manches. Mehdi Daak, une des grosses questions qui se pose également, c'est finalement, est-ce que les Sénégalais arriveront à conserver leur titre? Est-ce que d'abord, ils conservent les mêmes joueurs cadres? Oui, quasiment. Il y a quelques défections. Mais globalement, c'est vrai que c'est très difficile. Rarement une équipe en CAN réussit à gagner 2 titres de suite. Mais encore une fois, comme l'Algérie, le Sénégal opte pour la stabilité avec Aliou Cissé. Et ça fait presque une dizaine d'années maintenant qu'il est à la tête de cette sélection. Et il a quand même fait une finale, puis gagné le titre. Donc tout est possible. C'est difficile de continuer une 3e fois, arriver peut-être jusqu'en finale, mais ça serait magnifique pour eux. Mais encore une fois, quand on interroge les différents on va dire spécialistes ou anciens joueurs, ils vous diront que cette année, c'est difficile de donner un favori, mais parce qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent faire quelque chose durant cette CAN, notamment le pays organisateur. Alors, mes 2 interlocuteurs sur le plateau hochent la tête et ont l'air visiblement d'accord avec ce que vous dites. Win Biakop Macky Sall, le président du Sénégal, a promis aux joueurs de l'équipe nationale qu'ils auraient d'importantes récompenses, de belles récompenses s'ils ramenaient la coupe à la maison. Ça veut dire qu'il y a des enjeux évidemment politiques aussi pour Macky Sall, pour le Sénégal. Absolument. Bon, Macky Sall est sortant, comme vous savez bien, il va lancer sa fondation, mais je pense que l'impact en termes de morale qui se traduit morale bien sûr sur les populations, mais qui se traduit en termes de consommation par la suite d'une victoire des Lions de la Teranga à la CAN serait extraordinaire. Donc effectivement, il a, comme vous l'avez si bien dit, annoncé des récompenses qu'il n'a pas précisées par ailleurs. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on a une idée du type de récompense qu'on peut offrir Je pense qu'on peut tout imaginer. Le Sénégalais est généreux, donc on peut tout imaginer. Mais je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est vraiment une volonté de motiver les équipes et à nouveau de comprendre la dimension qui dépasse finalement le cadre sportif, c'est la dimension influence, soft power et bien entendu politique du sport aujourd'hui en Afrique. Et vous parliez à l'instant de consommation, ça veut dire c'est ça qu'il y a tout un écosystème en fait lorsqu'une équipe remporte la Coupe d'Afrique des Nations, dans le pays du vainqueur, il y a tout un écosystème qui se met en place autour justement de cette victoire. Oui, absolument. Je pense que bien entendu on met le focus aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire en tant que telle puisqu'elle reçoit, elle est le pays hôte de la CAN et c'est là où la majorité des transactions commerciales vont se matérialiser. Mais bien entendu, il y a un rayonnement sur l'ensemble du continent, mais également ce qu'on appelle le 6e continent, à savoir la diaspora. Donc tous les Africains qui sont en Europe, aux États-Unis et ailleurs vont suivre cette CAN. D'ailleurs, on regarde les données en termes de droits médias, donc les droits de diffusion, qui sont absolument extraordinaires. Je crois qu'on a noté 6000 demandes d'accréditation. C'est extraordinaire. Les journalistes issus de à peu près 70 pays à travers le monde. C'est énorme. Donc la diffusion va être sur plusieurs canaux, les canaux traditionnels, mais bien entendu ce qu'on appelle les OTT. Donc vraiment un engouement extraordinaire qui continue à augmenter et qui est accompagné également par un nombre de participations qui augmente, puisqu'aujourd'hui on a 24 équipes qui participent à la CAN. Donc auparavant, ce n'était pas le cas. Donc effectivement, toutes ces transactions commerciales vont se matérialiser non pas seulement sur le pays hôte, mais également sur l'ensemble des pays participants. Alors je voudrais qu'on parle également des autres favoris. On évoque dans la presse le Maroc. C'est vrai que le Maroc, c'est la première équipe africaine qui est arrivée en demi-finale lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont leur chance, les Marocains. Ils ont leur chance, mais comme je dis toujours, Walid Regragui, qui a d'ailleurs été nommé, il faut le rappeler, meilleur entraîneur africain cette année, il faut rappeler que Walid Regragui, il est très méfiant. Alors on dit beaucoup que aussi les Marocains, peut-être Mehdi nous dira par rapport aussi aux Algériens, ont du mal à jouer en Afrique subsaharienne pour en raison de la chaleur, en raison parfois des terrains. Donc Walid Regragui se méfie et il a dit depuis le début que nous ne sommes pas favoris, même si nous sommes arrivés en demi-finale. Et même, il a même dit, je poserai ma démission. Après, il a changé de discours en disant, bon, on attendrait peut-être les quarts de finale. Et je rappelle que le bilan du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations n'est pas aussi élogieux. C'est une seule CAN remportée en 1976. Donc, ce serait pas facile pour le Maroc. Donc, d'où la méfiance peut-être de Walid Regragui concernant les Lions de l'Atlas. Mehdi Daak, vous êtes d'accord avec ce que nous disait à l'instant Lise Laure, le fait que finalement les équipes maghrébines aient du mal à remporter des compétitions en Afrique subsaharienne en lien avec peut-être les conditions météo,
les terrains, etc. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, bien sûr, en grande partie, notamment le Maroc aura difficilement échappé, pour revenir juste à ça, échappé au statut de favori après ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de s'adapter. D'ailleurs, l'équipe d'Algérie est venue au Togo pendant 10 jours avant la CAN. C'est une décision qu'a prise Belmadi pour justement que ces joueurs qui majoritairement évoluent en Europe, ou même ceux qui évoluent en Algérie, où il fait actuellement c'est l'hiver, c'est difficile justement de s'acclimater ici, mais il faut dire que l'autre argument, ce sont généralement l'état des pelouses. Mais là, ce qu'on voit ici notamment à Bouaké, les pelouses sont en parfait état. Donc il y a peu de raisons, mis à part le fait que quand même l'Algérie va jouer à 14h son deuxième match. Ça, par contre, c'est très, très compliqué. On comprend difficilement ce genre de choix par rapport à la situation au climat. Mais globalement, les conditions sont quand même plutôt bonnes aujourd'hui en 2024. En termes de récupération, etc., pour quand même ne plus avoir ce fameux décalage entre les pays d'Afrique du Nord et des pays d'Afrique subsaharienne par rapport à la température et ces conditions-là. Et un dernier mot pour finir notre passage en revue des favoris avant de revenir sur l'après-CAN et ses retombées économiques à long terme. On parle de l'Égypte, évidemment, équipe la plus titrée du continent. Grosse pression, on imagine, pour Mohamed Salah. Oui, grosse pression pour Mohamed Salah parce qu'il faut dire qu'en Première Ligue, il affole les statistiques. Mais le problème de Mohamed Salah aujourd'hui, c'est que ça fait déjà 2 fois qu'il est vice-champion d'Afrique, en 2017 face au Cameroun, en 2022 face au Sénégal. Donc peut-être pour lui aujourd'hui, qui est double ballon d'or africain, le rêve aujourd'hui, l'ambition, ce serait de remporter avec l'Égypte son premier trophée continental. Donc l'Égypte, attention, vice-championne d'Afrique est pour moi un favori dans cette compétition. En tout cas, on va suivre ça et puis on aura peut-être des surprises sportives. Wim Biakop, on en parlait tout à l'heure, près d'1,5 milliard de dollars investis. Il y a évidemment donc toutes les retombées économiques sur le moment, jusqu'au 11 février que vous avez évoqué. Comment est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire va pouvoir tirer profit sur du très long terme de tous ces investissements faits, aussi bien en termes d'infrastructures que de capital humain formé pour justement préparer cette CAN ? Absolument. Vous savez, ce qu'on appelle les GESI, donc les grands événements sportifs internationaux, ces dernières années ont souffert d'un défaut de rentabilité. Parce qu'il était très difficile de générer du revenu juste sur cette période-là. Donc effectivement, pour voir un petit peu l'impact, il faut le faire sur du long terme. Et là, en fait, je pense qu'il faut absolument que ces grands événements sportifs soient juste des éléments qui catalysent une politique globale. Et il faut que ça s'intègre dans une politique globale qui veut dire qu'on a une politique qui va intégrer des plans d'urbanisation, des plans de transport, des plans jeunesse et sport, des plans santé. Donc faire en sorte que sur le long terme, l'investissement ne soit pas uniquement un éléphant blanc, comme on le dit, vous savez, où il y a un stade qui n'est absolument pas utilisé, mais plutôt une démarche réfléchie, long-termiste et qui impacte le développement global, pas seulement économique, mais également santé, éducation, etc. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions